Maintenant que nous avons terminé les deux chapitres les plus techniques de ce cours, les deux chapitres précédents, nous allons repasser sur des choses un petit peu plus légères avec, dans un premier temps, l'écosystème de Git. Alors l'écosystème de Git, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des outils que l'on va pouvoir utiliser pour manipuler un projet Git. Et donc commençons par le premier d'entre eux, ce sont tout simplement les lignes de commande. Alors sous Linux, c'est très simple, vous faites sudo apt-get install git et automatiquement l'essentiel des outils dont vous avez besoin va s'installer sur votre système Linux. Sous Windows et sous Mac, eh bien, il vous suffit d'aller sur les adresses des sites web que je vous ai indiqués dans les slides et vous pouvez télécharger les outils qui vont vous permettre de reproduire l'invite de commande que vous pouvez également utiliser sous Linux. Vous allez avoir quelque chose qui va s'appeler git bash, tout simplement, sous Windows. Et donc l'ensemble des commandes que l'on a vues dans les slides précédents, des deux chapitres précédents, peuvent être utilisées directement dans cette invite de commande. Alors, pourquoi commencer par les lignes de commande? On sait parfaitement que utiliser un outil en ligne de commande n'est pas la manière la plus agréable pour des utilisateurs de travailler, même si certains en sont adeptes, mais l'intérêt d'utiliser Git en ligne de commande, et la raison pour laquelle vous commencerez à utiliser Git en ligne de commande, c'est que c'est la meilleure manière de comprendre ce que l'on fait. Git a été conçu comme un outil en ligne de commande, et l'utiliser en ligne de commande, cela permet de contrôler parfaitement chaque étape d'évolution de notre projet Git. Et donc c'est pour ça que l'ETP commencera par des lignes de commande, et je vous incite très fortement, si vous commencez un projet en programmation, à commencer d'abord par utiliser l'outil Git exclusivement en ligne de commande. Une fois que vous serez assez à l'aise avec les lignes de commande, que vous comprendrez comment elles fonctionnent de manière assez correcte et sans faire d'erreur, eh bien à ce moment-là, vous pourrez commencer à utiliser les outils que je vais vous présenter dans les slides suivantes, qui sont des outils avec des interfaces graphiques beaucoup plus agréables à l'utilisateur, mais qui ont un défaut majeur, et ce défaut, c'est tout simplement que lorsque vous allez faire un clic sur un bouton de l'interface graphique, eh bien cela va des fois avoir pour effet de faire deux ou trois commandes, l'équivalence de deux ou trois commandes Git en arrière-plan. Le problème que l'on a en utilisant ces outils, c'est qu'on ne comprend pas toujours bien ce qui se passe dans le projet Git derrière, et on se retrouve beaucoup plus facilement à mettre son projet dans un état dans lequel on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Et dans ces cas-là, on est obligé d'appeler un expert Git pour se sortir de la situation. Donc c'est pour ça que je vous incite très fortement d'abord à utiliser Git en ligne de commande, pour apprendre à l'utiliser, apprendre à voir comment il fonctionne. Si vous faites des erreurs, et vous en ferez, ce sera facile de revenir en arrière, puisque les erreurs ils vont apparaître après une commande, et eh bien, vous n'aurez plus qu'à trouver comment annuler la dernière commande que vous aviez faite pour réparer le problème. Avec les outils qu'on va voir dans les slides suivantes, eh bien, comme ils ont tendance à faire à votre place deux ou trois commandes Git en un seul clic, sans que vous le sachiez, eh bien, vous vous retrouvez vite avec un repository qui est dans un état assez anormal, et pour le réparer, eh bien, ça devient très complexe. Alors, les outils que l'on va utiliser d'abord en TP. Les outils d'interface graphique que l'on va utiliser en TP, le premier d'entre eux, c'est Git GUI. Git GUI, c'est un outil qui est très simple, qui permet de visualiser l'état des fichiers de votre workspace par rapport à la version head. Et donc, il vous permet notamment de visualiser les différences qu'il y a entre les fichiers sur votre disque dur et l'état de ces mêmes fichiers dans la version head. Il permet également de faire un certain nombre d'opérations comme git add, git commit, git push ou git reset. Cet outil est véritablement très pratique pour visualiser l'état des fichiers dans le workspace et dans l'index. Et nous l'utiliserons en TP. GitK, c'est un outil qui lui permet de visualiser l'arbre des versions. Et donc, vous avez une capture d'écran juste en dessous de la slide, dans lequel vous pouvez voir à droite, en haut à gauche, un arbre de version. Un peu à droite de cet arbre de version, eh bien, l'heure et l'auteur des différents commits. Et vous verrez en TP que dans la partie inférieure de la fenêtre, lorsque vous cliquez sur un commit, vous avez la possibilité de voir toutes les modifications qui ont été faites à l'intérieur de ce commit. GitKraken, c'est un outil payant qui est très puissant et qui rassemble à la fois les intérêts de GitGUI et de GitK. C'est un outil également qui permet de s'interfacer avec tout un tas d'hébergeurs de projets Git en ligne. C'est un outil qui est extrêmement puissant, mais encore une fois, je vous déconseille de l'utiliser comme première approche pour utiliser Git, car il fait des choses automatiquement à votre place et vous risquez de mettre votre local repository dans un état difficile à dépatouiller si vous n'y faites pas attention.
Ensuite, il y a des outils qui peuvent être utiles. Le premier, c'est Meld. Meld, c'est un outil que l'on utilisera en TP, qui est un petit éditeur de texte qui est dédié à la résolution des conflits. Donc typiquement, quand vous allez faire un merge et que vous allez avoir des fichiers qui ont des évolutions différentes dans la branche active et la branche que vous êtes en train de merger, eh bien cet outil-là va facilement vous permettre de visualiser l'état des fichiers dans les deux branches et de décider ce que vous voulez conserver pour résoudre le conflit parmi la version locale et la version distante. Il existe également des outils qui sont intégrés au navigateur de fichiers de votre système d'exploitation. Donc par exemple, vous avez quelque chose qui s'appelle TortoiseGit sous Windows ou RabbitVCS sous Linux. Ce sont des petits outils qui s'intègrent au navigateur de fichiers, qui vont permettre de mettre déjà des petits pictogrammes sur les dossiers pour indiquer leur état actuel, est-ce qu'ils sont à jour, est-ce qu'ils ont été modifiés depuis la version head de local repository, est-ce qu'éventuellement il y a des conflits avec d'autres branches, ce genre de choses. Et comme je l'ai montré dans la capture d'écran, via un simple clic sur un fichier, on va pouvoir aller peut-être ajouter ce fichier à l'index ou le pusher, le puller, faire un git remove ou ce genre de choses. Voilà. Ce genre d'outil est assez peu utilisé tout de même, mais certaines personnes y trouvent un confort. GitLab, c'est un hébergeur de projets Git. Donc c'est une plateforme que l'on peut déployer sur un serveur et qui permet de gérer un certain nombre d'utilisateurs, de développeurs et de projets Git. Alors pourquoi je vous parle de GitLab dans un premier temps? Eh bien parce que tout simplement c'est celui que vous utiliserez dans les TP de Git, puisque c'est un outil qui est open source et qui est l'outil qui est installé sur les serveurs disponibles à l'INSA. Donc pendant les TP, c'est lui qu'on utilisera. Donc en plus d'héberger des projets Git, donc en plus de servir de remote repository à votre projet Git, GitLab offre tout un tas d'autres outils. Il permet notamment de visualiser le code et même de l'éditer directement via des pages web. Il permet également d'écrire une documentation sous forme de wiki. Il permet aussi de traquer des issues, c'est-à-dire que on va pouvoir créer un ticket pour dire qu'il y a un problème sur un logiciel, par exemple, et les développeurs du logiciel vont avoir la possibilité de répondre à ce ticket, voire de le résoudre si c'est un bug, par exemple, qu'il faut corriger. Et plein d'autres plugins. Il y a également de l'intégration continue, c'est-à-dire des systèmes qui permettent automatiquement de compiler et d'exécuter le code à chaque fois qu'une nouvelle version est pushée sur le serveur. Et donc, on utilisera majoritairement l'hébergement des projets Git dans le TP. Il y a plein d'autres outils, plein d'autres sites web qui proposent ce même service d'hébergement de projets Git. Le plus connu d'entre eux est GitHub, qui a été racheté il y a quelques années par Microsoft pour quelques milliards de dollars, et qui est aujourd'hui le plus gros dépôt de projets open source sur le web. Il y a également Bitbucket, qui présente des avantages pour les dépôts privés. GitLab, qui a également une version gratuite en ligne, qui n'est pas hébergée par les serveurs de l'INSA, mais qui est hébergée par les serveurs de GitLab. SourceForge, c'est un autre hébergeur qui historiquement hébergeait plutôt des projets SVN, donc qui est un autre système de gestion de version, mais qui aujourd'hui héberge également des projets Git. Chacun de ces hébergeurs offre différents avantages et inconvénients avec différentes gammes tarifaires, mais également différentes limitations. Par exemple, les projets gratuits sur GitHub ne peuvent pas être privés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas collaborer à plusieurs développeurs sur un projet privé. Pour collaborer à plusieurs développeurs, il faut obligatoirement que le projet soit un projet open source. Voilà. Ceci termine la présentation de l'écosystème Git. Dans la prochaine partie, je vous parlerai rapidement des autres outils de contrôle de version.